Super. Alors, juste en deux mots, donc l'idée de cette présentation, c'était de repartir un petit peu sur les bases. C'est quelque chose que j'ai fait pour des clients et que il y avait une vraie volonté aussi depuis qu'on a créé Angara d'avoir un petit outil, un petit, on va dire, slide de support de manière à pouvoir en fait évaluer un petit peu le niveau des gens et puis de pouvoir, quand on va discuter avec des équipes LabVIEW qui ont différents niveaux, pouvoir un peu faire une présentation où les gens puissent se raccrocher un petit peu à leur niveau et savoir en fait quelles sont les étapes suivantes. Donc ce que je vais présenter, ça va être relativement basique. L'idée, c'est de montrer un petit peu l'évolution d'un programmeur, de la vie d'un programmeur LabVIEW, donc de passer un peu du premier VI jusqu'au template QMH qui, pour moi, et d'après mon expérience de développeur LabVIEW, est un petit peu le point vers lequel je pousse tous les gens avec qui je peux collaborer et tous les gens à qui je donne du support. Je les pousse à aller vers ce template-là qui, pour moi, vraiment répond à une majorité des besoins que vous pouvez avoir en LabVIEW en termes d'architecture. Donc, c'est des slides que j'avais développés sur mesure pour un client qui avait une équipe, on va dire, d'une dizaine de développeurs LabVIEW avec différents niveaux. Et donc, vraiment, l'idée, c'était ça, c'était de leur présenter en partant de la base, étape par étape, la transition du premier VI jusqu'au QMH, de manière à ce que chacun puisse, à un moment donné, se raccrocher et dire, OK, mon niveau à moi, il se trouve ici, et voilà les étapes que je dois faire pour aller jusqu'au QMH. Et l'idée, c'était de pouvoir, en fait, évaluer un petit peu le niveau de tout le monde et de faire en sorte que tout le monde sache quelles sont les prochaines étapes à utiliser pour tendre vers le QMH, de manière à aussi avoir un template commun dans une équipe et que tout le monde parle le même langage et que tout le monde en fait puisse coder un petit peu de la même manière, même si chaque développeur a ses propres spécificités. Donc la première partie, ce sera cette partie-là. Je ferai un petit parallèle avec mon expérience personnelle, parce que moi j'ai un petit peu souffert d'être un programmeur LabVIEW, on va dire, qui programme dans son coin. Vous verrez un petit peu pourquoi après dans la présentation. Et si on a le temps, on passera un peu le QMH un peu plus en détail. Donc, je m'appelle Antoine Benoît, je me considère comme un spécialiste LabVIEW. Je suis cofondateur d'Angara Technologies avec Gary Borman et puis Ralph Russell, mes deux collègues avec qui on a monté l'entreprise il y a maintenant plus de 5 ans. J'ai grandi dans la région entre la France et la Suisse à côté de Genève. Je suis ingénieur en physique appliquée et développeur LabVIEW depuis 2012. Donc, j'ai commencé au CERN pour mon travail de diplôme où j'ai appris à faire du LabVIEW sur le tas, un peu tout seul. Donc, le but, c'était de développer toute la partie contrôle pour un banc de test pour des amplis de puissance radiofréquence, euh, donc pour le groupe radiofréquence. J'ai été un développeur autodidacte. Donc, vous verrez un petit peu, je vous montrerai un petit peu dans la partie personnelle ce que ça implique et puis pourquoi j'ai un petit peu souffert de ça et un petit peu les remises en question qui m'a poussé justement à attendre vers ce genre de présentation. J'ai rejoint l'équipe LabVIEW du CERN, donc la vraie équipe de développeurs LabVIEW du CERN en 2014. Et c'est là où j'ai vraiment appris à développer, à faire du LabVIEW en tant que tel et à avoir des bases solides. Et puis, donc, au cours de mes différentes années au CERN, j'ai travaillé pour le groupe VID, pour le groupe Radiofréquence et pour le groupe Radioprotection, pour lesquels j'ai principalement fait du LabVIEW, aussi de la programmation PLC, et donc beaucoup d'interfaces pour des bancs de test, pour du contrôle d'équipement un petit peu en tout genre. En 2019, j'ai décidé d'arrêter mon aventure au CERN et puis de créer Angara Technologies. Et donc, on est partenaire officiel ENI et on fait principalement du LabVIEW. On fait aussi du bake-off et on est spécialisé aussi dans tout ce qui va être système FPGA, Compact Trio, etc. Donc, on se trouve à Genève. Donc, comme je vous l'ai dit, cette présentation, elle part d'un constat. Depuis qu'on a fait notre entreprise, ça fait 5 ans maintenant, on a affaire à beaucoup de types de clients différents, on donne beaucoup de support, on rencontre beaucoup d'équipes de développeurs LabVIEW, et puis on se rend compte que ce qu'on appelle l'expert LabVIEW dans une équipe, ça veut tout dire et rien dire. Quand on débarque dans une équipe, on dit ouais, ça c'est notre expert LabVIEW, puis on se rend compte que cette personne-là, en fait, c'est le seul qui fait du LabVIEW dans l'équipe et qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une state machine. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ça a été mon cas quand j'étais au CERN. On a aussi des équipes où voilà, il y a une seule personne qui fait du LabVIEW. On a des équipes avec des gens qui font du LabVIEW à temps partiel, etc. Donc, souvent, la notion d'expert, elle dépend vraiment de vers qui on se tourne, de quelle est l'entreprise. Et souvent, l'expert, c'est celui qui en sait plus que les autres. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui a appris à faire du LabVIEW de manière professionnelle.
Donc l'idée, c'était un peu d'avoir des slides pour passer en revue ça et puis permettre d'évaluer le niveau des gens et savoir comment les aiguiller pour tendre vers une manière un petit peu commune de travailler. Et donc c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc ça risque d'être très basique pour ceux qui sont déjà experts LabVIEW, qui en font tous les jours, mais j'espère que ça apportera quelque chose. Quelques recommandations que aussi tirées de mon expérience personnelle. Jamais vivre sur ses acquis. Ça fait peut-être ça peut faire un peu sourire, mais on a tendance une fois qu'on développe, qu'on a pris des habitudes, à rester dans notre manière de faire et pas regarder ce qui se fait à côté. Je pense que c'est toujours important de garder un œil ouvert à ce qui se fait, ce que font les autres, pourquoi ils le font, et puis essayer vraiment toujours progresser. Même quand on est expert, on a toujours une manière de progresser. Chaque développeur a sa propre manière de programmer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut programmer n'importe comment. Et c'est pour ça que vraiment, nous, quand on aide les gens, on essaie de les pousser à utiliser des architectures de programmation qui sont connues. Et on va dire au pire des cas, même si vous avez vos propres architectures, l'idée c'est de rester cohérent dans nos choix. Donc par exemple, si vous avez un mécanisme de communication pour une boucle, commencez pas à en ajouter un deuxième, un troisième. Si vous avez un QMH avec l'utilisation de queue, commencez pas à mixer avec des user events, avec tout un tas de choses différentes. Essayez, quand vous faites des choix, au minimum de rester cohérent. Donc ça, c'est un petit peu un genre de mantra. Et aussi un truc qu'on voit tout le temps, et ça c'est principalement lié à mon expérience au CERN, éviter de réinventer la roue. J'ai vu un tas de choses qui existaient déjà, qui ont été faites, refaites, réinventées, redéveloppées, alors qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui se sont cassés la tête sur les thématiques. Donc, essayez de regarder un petit peu ce qui se fait. Il y a déjà des templates bien établis. Il y a le QMH de Uni, il y a le DQMH, JK State Machine quand on parle d'architecture. Il y a plein d'outils sur le VIPM qui sont téléchargeables. Donc, si vous avez un problème, allez sur Google, regardez et puis essayez de regarder ce qui a déjà été fait par les autres. Bien choisir son approche, ça peut paraître un peu bête, mais quand on commence un nouveau projet, on a tendance, avec l'expérience, à toujours partir sur typiquement un QMH, quelque chose de compliqué, alors que des fois, on a des projets qui sont relativement simples. On n'a pas forcément besoin de prendre une architecture très poussée, très compliquée. Donc l'idée, c'est essayer de toujours évaluer en fait les besoins du projet et puis de regarder un petit peu où se trouve la difficulté du projet et essayer de faire en sorte qu'on choisisse une architecture et une complexité qui soit en adéquation avec les besoins de ce projet-là. Donc, je me lance un petit peu dans le vif du sujet. Donc là, vraiment, la première chose qu'on voit quand on voit des gens qui commencent en LabVIEW, c'est le code de beginner. Typiquement, voilà, une boucle, deux, trois VI, souvent les VI DAC assistant ou autres pour ceux qui font du DAC MX ou de la mesure. Ça, c'est typique des codes one-shot qu'on voit. C'est typique du code qu'on voit chez les étudiants, des premières applications. OK, voilà, pouf, on fait une preuve de concept, on met une boucle de 3 éléments dedans, ça marche. Ça, c'est une chose qu'on voit, qu'on trouve vraiment beaucoup. La deuxième chose qu'on voit, et ça, c'est ce que tout le monde déteste, c'est le spaghetti code. C'est typique de ce qu'on voit chez les gens autodidactes, ceux qui ont commencé à faire du LabVIEW tout seul, typique des étudiants, des gens dans les labos. OK, on commence, on met une boucle, on met 2-3 éléments dedans, ça grossit, ça grossit. Et c'est contre ça qu'on se bat après en tant que développeur LabVIEW, de dire, on entend beaucoup, LabVIEW, c'est bien juste pour faire du quick and dirty, mais on ne peut pas faire plus. Et souvent, c'est parce que c'est des gens qui ont commencé avec LabVIEW, ils trouvent que c'est facile, que c'est cool. Et au final, ils apprennent jamais à faire des architectures, ils se forment pas, et ils nous font des codes assez dégueulasses, si j'ose dire, qui sont impossibles à maintenir et qui donnent vraiment une mauvaise image de LabVIEW. Et je passe mon temps à me battre contre ça dans les universités, dans les écoles, avec les gens que je peux rencontrer. Et je pense que c'est comme tout, LabVIEW, c'est un langage de programmation et ça ne s'improvise pas, il faut apprendre aussi à programmer comme il faut. Donc pour passer un petit peu à travers les étapes de la programmation, première chose, voilà, on commence, on fait une boucle simple, c'est super. On met des éléments dans la boucle, on fait une action répétée, c'est très statique. Et là, le constat, c'est que ça ne permet pas une évolution facile de la logique du programme. Donc tout ce qui est dans la boucle, c'est exécuté à chaque itération de boucle. Et puis voilà, c'est statique. Donc l'idée là de la présentation, c'est qu'à chaque étape, je vais expliquer pourquoi on passe d'un élément à l'autre, donc pourquoi on passe d'une boucle à un élément plus complexe, en expliquant à chaque fois pourquoi on le fait. C'est un petit peu l'idée de cette présentation, si jamais. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, on dit super, on sait faire une boucle, on sait faire un premier petit bout de code LabVIEW. Maintenant, on aimerait quelque chose d'un peu plus avancé pour faire évoluer un petit peu la logique du programme. Donc, on va passer à la state machine.
Donc là, pour la state machine, ben, c'est super. Maintenant, on a une petite machine d'état. Et puis, on peut facilement ajouter des actions. À chaque action, on définit l'action suivante. La séquence reste statique, mais on peut faire évoluer un peu mieux le code. Par contre, à ce stade-là, ben, souvent, on fait le constat, OK, super, j'ai une machine d'état, mais par contre, c'est pas souple, ça réagit pas aux événements. Donc, l'idée à partir de là, c'est d'ajouter un niveau de complexité et de passer à la state machine qui peut gérer les événements, ce qu'on appelle l'event-driven state machine. Et donc, à partir de là, on arrive ici, et ça, c'est typiquement le premier, on va dire, template que je présente quand je donne les cours typiquement aux étudiants, les cours d'intro. Euh, En général, quand les gens ont compris ça, c'est déjà bien parce qu'ils ont déjà quelque chose qui permet de faire des petits bouts de code LabVIEW relativement propres. Donc, l'idée de l'Event-Driven State Machine, c'est une boucle avec une machine d'état dans lequel on a un cas idle, un cas d'attente, où on va revenir à chaque fois pour attendre une action utilisateur afin de déclencher une nouvelle séquence. Euh, donc ça, c'est top. Maintenant, on réagit aux événements, mais ça reste quand même statique parce que on peut définir qu'une seule action à la fois. Donc, à chaque fois qu'on a une action qui est définie dans un cas de la case structure, on va directement au cas suivant, mais c'est toujours statique. On n'a pas de possibilité de swapper les cas. La séquence est connue d'avance. Donc, l'idée, pardon, je ne sais pas si j'ai merdé les slides. Euh, à ce stade-là, donc, c'est de passer à l'étape supérieure, qui est l'utilisation d'une queue. Donc, ça va être la même chose, sauf que, ben, au lieu de définir une action à la fois, on peut définir une suite d'actions qu'on va mettre dans une queue, qui va nous servir de buffer en fait d'actions à faire. Et on arrive sur une state machine un peu plus évoluée, qui se présente sous la forme d'une boucle avec une case structure, une event structure, et puis une queue comme mécanisme de communication pour pouvoir empiler les actions à faire les unes après les autres. Donc là, on est plus souple. Le constat, c'est super, on réagit aux événements, on peut ajouter plusieurs actions d'un coup, donc une liste d'actions à faire pour notre state machine. Le constat, par contre, à ce stade-là, c'est qu'on reste quand même avec un système monotâche où une action lente ou bloquante va bloquer le système et va bloquer aussi la réaction aux événements, puisque la structure événementielle est dans la même boucle. Et donc, du coup, si d'un seul coup, vous avez une action bloquante, ben, vous n'allez plus être réactif. Donc, l'idée après, c'est de passer sur quelque chose d'un peu plus évolué, qui est le producer-consumer. Donc, l'idée, c'est d'avoir deux boucles. Une boucle qu'on appelle producer, qui contient la structure événementielle, qui, elle, va réagir aux actions et qui va offloader le travail à un consumer qui, lui, va faire le travail. Et donc, à partir de là, ben, on a quelque chose avec euh, deux boucles qui tournent en parallèle et avec la boucle du producteur qui est tout le temps réactive. Donc, le constat qu'on fait à ce moment-là, c'est que ben, on a un producteur qui peut réagir aux événements, donner les actions à la seconde boucle. La boucle du haut, le producteur reste réactif, même si le consumer, lui, peut être bloquant, peut avoir des tâches qui prennent du temps. Le consumer, donc la boucle du bas, elle gère toutes les tâches de fond. Le producteur, il gère plutôt la partie interaction utilisateur et événementielle. Mais pour l'instant, à ce niveau-là, on a quand même quelque chose qui est un peu gênant, c'est qu'on reste avec une communication qui est unilatérale, qui va du producteur vers le consumer. Et on transmet ici que les actions à effectuer, puisque ici, j'ai juste envoyé un enum, je n'ai pas envoyé comme le QMH l'action plus les données. Donc l'idée à ce stade-là, ben, c'est de dire, ben, OK, on va passer vers le QMH, où maintenant, on se retrouve avec une architecture qui a deux boucles. Une boucle pour gérer les actions utilisateurs et les événements, une boucle qui est le message handler qui va faire tout le travail, et puis on envoie les actions, non seulement l'action, mais les données qui viennent avec. Donc on n'envoie plus simplement les nums ou l'action à faire, mais on envoie aussi les données qui vont ensemble. Et en retour, on a une communication bilatérale parce qu'à partir de ce moment-là, on a le consumer, ce que j'appelle ici le message handler, qui est capable de communiquer avec le producer ou l'event handler ici, à travers les événements, de générer des événements pour faire une communication bidirectionnelle. Donc là, vous avez une architecture qui commence à être relativement souple et qui commence, pour moi, à être très bien adaptée à la majorité des besoins que vous pouvez avoir en la vie.
Donc le constat à ce moment-là, donc c'est que la boucle que j'ai appelée ici l'event handler loop, donc la boucle du haut, elle réagit aux événements, principalement sur les actions que vous pouvez capter avec la structure événementielle, donc toutes les actions utilisateurs, front panel, etc. Et les user events auxquels elle a souscrit. La boucle du bas, qui va être le consumer, qui s'appelle ici message ending loop, elle reçoit les actions et puis, si besoin, les données affiliées. On a une communication bilatérale et pour moi, c'est vraiment le template qui va répondre à une majorité des besoins que vous pouvez avoir pour vos projets LabVIEW. Maintenant, on peut décider d'aller un peu plus loin et puis de se dire, OK, super, on a un QMH qui est le template de communication, et puis dans beaucoup de cas, on peut avoir un design plus complexe, et là, vous avez toutes les variantes qui sont possibles. Donc, à partir de là, vous pouvez imaginer, par exemple, avoir une boucle qui va gérer les actions utilisateurs, qui va gérer tout le front panel, et puis après avoir des autres boucles ici que j'appelle les message ending loop, qui, elles, vont peut-être potentiellement soit chacune avoir leur propre tâche. Par exemple, vous avez deux instruments de mesure. Chaque instrument de mesure est géré par sa propre boucle. Vous pouvez avoir n'importe quel type d'architecture. Et puis, vous pouvez, du coup, gentiment tendre vers ce qu'on appelle le type pattern et avoir une boucle par process. Et chaque boucle qui communique euh, avec toujours la boucle du haut qui est le producer. On peut aller plus loin. On peut avoir après des systèmes un peu plus distribués où là, vous pouvez avoir comme des mini QMH qui vont gérer chacun une tâche. Donc, vous pouvez avoir des modules indépendants qui vont avoir une partie qui doit être réactive, une partie qui doit faire la tâche de fond. Et puis, donc, vous pouvez avoir chaque étape, chaque module qui peut offloader une partie du travail à un consumer, etc. Et avoir un système un peu plus distribué. Donc voilà, ça c'est juste quelques exemples de conceptuels d'architecture que vous pouvez mettre en place. Et puis après, chaque boucle peuvent communiquer entre elles à travers leur propre canaux de communication, donc soit avec une queue, soit avec les user events ici. L'approche que moi j'aime bien, c'est que j'appelle l'approche structurée, c'est d'avoir une boucle qui permet de répondre aux actions utilisateurs, répondre au GUI avec la structure événementielle, et d'avoir un point central qui pour moi en général c'est ce que j'appelle le corps de l'application, qui est un peu le manager qui lui en fait réceptionne toutes les actions et dispatche le travail, dispatche les messages et est au courant de tout ce qui se passe à tout moment dans l'application. Donc ça, c'est un genre de template que j'aime bien et que je mets beaucoup en place. Euh, J'aime beaucoup ça parce que c'est très structuré, on n'a pas tout le monde qui parle avec tout le monde, on a vraiment un manager qui gère un peu toute l'application et qui est au courant de l'état de tout le monde en tout temps et qui fait le dispatch des messages. Donc voilà un petit peu un des templates une des manières de faire au niveau architectural qu'on peut mettre en place. Puis après, vous pouvez décider de prendre des raccourcis, de dire super, j'ai une application, j'ai plein de boucles qui tournent en parallèle. Il y en a qui utilisent des structures événementielles, d'autres qui utilisent une queue comme moyen de communication. Et puis à ce niveau-là, on peut dire tout le monde parle à tout le monde. Et puis là, vous avez vraiment une approche, on va dire, en réseau de mesh où potentiellement vous pouvez prendre des raccourcis, c'est cool, vous allez pouvoir avoir tout le monde qui envoie les données à tout le monde, mais après au niveau code, au niveau mise en place, au niveau maintien, ça devient très compliqué parce que quand les messages partent dans toutes les directions, pour le debug, ça peut vraiment être difficile à suivre. Donc ça, c'est quelque chose en général que j'évite de faire euh, parce que ça peut vite être complexe à suivre. Je vous fais une petite parallèle avec mon expérience personnelle. Après, je prendrai les questions avant de passer à la suite. J'ai peut-être été un peu vite dans la présentation, donc si jamais, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai commencé au CERN comme étudiant pour mon travail de diplôme. Et puis, le but, c'était de développer un logiciel en LabVIEW pour piloter, faire des tests sur ce qu'on appelle des clistrons, c'est des gros amplis de puissance radiofréquence. Et quand je suis arrivé au CERN, on m'a dit, voilà, il y a un tel qui est l'expert LabVIEW à l'ARF, qui était juste quelqu'un en fait qui avait fait du LabVIEW un tout petit peu dans sa vie, qui m'a appris un petit peu à faire du LabVIEW. Et j'étais peut-être pas assez curieux à ce moment-là. J'ai appris à faire du LabVIEW tout seul dans mon coin. Pour vous dire, j'ai mis, je pense, plus que 2 ans avant de savoir ce que c'était qu'une state machine et de mettre ça en place. Et donc, du coup, mon premier code LabVIEW, c'était un gros code monolithique, une grosse boucle avec tout dedans.
Tout fonctionne, hein. J'ai eu la meilleure note à mon diplôme. Le banc de test, 15 ans après, il tourne toujours. On est passé de 5 jours de test à une journée, voire une demi-journée de test automatisé. On n'a jamais eu le besoin de le toucher ou de faire évoluer le code plus que ça parce qu'on répond à tous les critères du banc de test. N'empêche que si c'était à refaire, ben, c'est pas comme ça que je le ferais. Mais ça veut pas dire que le travail était pas bon. Donc, typiquement, voilà, ça c'est le cas du développeur isolé qui fait de son mieux, mais qui n'était pas assez curieux et qui a pas été chercher les infos pour se former. Et c'est un petit peu dommage. Euh, Ensuite, au bout de 2 ans, 3 ans après, j'ai rejoint l'équipe LabVIEW du CERN et là, j'ai pris une claque. Je suis presque rentré en pleurant chez moi, je pense, le premier ou le deuxième jour parce que j'étais l'expert LabVIEW de l'ARF. Vraiment, tout le monde venait vers moi poser des questions. Tout le monde me demandait si je pouvais donner du support à gauche, à droite. Puis quand j'ai rejoint l'équipe LabVIEW du CERN, la vraie équipe LabVIEW qui donne le support au CERN, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, mon niveau de LabVIEW, il était équivalent au niveau du stagiaire qui était là depuis 3 jours. Et là, je suis rentré chez moi et le constat, il était très, très dur. Ça n'enlève pas la qualité du travail, de tout ce que j'avais fait avant, mais en fait, je me suis rendu compte que ouais, j'avais vraiment raté quelque chose. Et donc là, j'ai appris petit à petit les bases, un petit peu en suivant l'évolution que je vous ai présentée dans les slides avant. Et puis, je suis très, très vite, en quelques semaines, avec des petits projets, passé ben, au QMH avec les premières applications. Là, c'était une application que j'ai faite pour tester les câbles, pour déporter l'électronique des zones radioactives pour le CERN. Donc, j'ai très vite, petit à petit, avec ces équipes-là, commencé à tendre vers le QMH. Et puis après, c'est devenu un petit peu on va dire une routine pour moi. Je suis passé après un template orienté objet que je vous montrerai. Et maintenant que je suis avec Angara, avec mon entreprise, j'ai fait un pas en arrière. Je suis de nouveau retourné au QMH parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, quand je fais des projets où c'est des entreprises qui récupèrent le code, qui ont leurs équipes après en interne, dès qu'on ajoute de l'orienté objet, qu'on ajoute de l'acteur framework, ça devient trop compliqué. Donc j'ai fait un petit retour en arrière et maintenant on utilise beaucoup le QMH pour simplifier les choses. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc ça, c'était une autre application, une de mes premières applications que j'ai fait en QMH pour faire un contrôle d'une pompe turbomoléculaire. Euh, et puis après ça, je suis passé à un QMH orienté objet qui était basé sur le template. Je crois que c'est un template technique qui s'appelle Plugging Architecture Template, où on remplace la state machine par un DVI avec du dynamic dispatch. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé faire parce que on n'a plus besoin de rentrer dans le code LabVIEW, on n'a plus besoin de venir ajouter un case à la case structure, ajouter le code. On crée juste une nouvelle classe qui hérite du DoVI et pour faire le nouveau case de la case structure. Et puis du coup, c'est vachement plus propre, à mon sens, c'est vachement plus compact pour le développement. La seule chose, c'est que après, avec le temps, et surtout quand je suis passé avec Angara, je me suis rendu compte que j'avais 5 fois plus de volume du code pour ça, pour faire le même résultat. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Et du coup, j'ai un petit peu abandonné ce template orienté objet parce qu'il prend beaucoup plus de temps du fait de l'encapsulation, du volume de code à faire pour faire tout ça propre. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là. J'ai peut-être été un peu vite. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, j'aurais deux questions à te poser personnellement. Je vais commencer par celle-là. La première, c'était savoir, tu as parlé d'étudiants tout à l'heure, et savoir si pendant les cours que tu dispenses, tu arrivais à aller jusqu'à les convaincre de l'utilité de la QMH avant qu'ils partent de l'école et qu'ils arrivent en entreprise, Ouais. ou si ils étaient encore un peu hésitants sur l'intérêt de la chose. Alors, en termes d'étudiants purs, donc moi, étudiant pur, je donne le cours, ça fait troisième année d'affilée que je donne le cours à l'école d'ingénieur à Genève. J'ai repris le cours LabVIEW là-bas, c'est un cours d'une semaine, 4 jours exactement. Et la difficulté que j'ai, c'est que c'est des classes de 30 à 40 élèves. Et là, c'est super compliqué pour arriver jusqu'au QMH en 3-4 jours, c'est pas possible. Donc en général, j'essaye de pousser, surtout qu'on a essayé de faire de plus en plus de manipulation, d'en montrer du concret avec l'analyse et de la mesure. Et là, je tends vraiment à ce qu'on puisse au minimum leur montrer l'event-driven state machine. Mais c'est vrai qu'après, pour des équipes où je donne du support, par exemple avec des équipes chez les clients qui font du LabVIEW, là, le but, c'est vraiment de tendre vers le QMH et aussi de montrer que c'est pas très compliqué, en fait, une fois qu'on a les notions de base, qu'on sait ce que c'est qu'une queue, qu'une state machine, qu'une structure événementielle, que le pas vers le QMH est vraiment pas compliqué.
et que vraiment c'est un template qui fait du sens. Je sais pas si ça répond à la question, mais Ouais, en tout ouais. cas, en tout cas, c'est vraiment le constat que j'ai fait et j'espère que d'autres l'ont fait. Bah, d'ailleurs, s'il y a le DQMH template qui est sorti, je pense aussi par rapport à ce constat-là, c'est que vraiment ce template, il est universel, il répond à tous les besoins. Vous pouvez faire n'importe quelle application LabVIEW basée sur un QMH et je pense que c'est une bonne base pour travailler en collaboration avec tout le monde. Ok, merci. Et j'avais une deuxième petite question tout à l'heure. Tu as dit que tu mettais toutes les actions dans la MHL, donc la boucle qui était en bas. Oui. Et je voulais savoir si tu mettais vraiment toutes les actions dans la MHL ou si tu en laissais quelques-unes dans la EHL également. Par exemple, des actions rapides où tu sais que ça va pas prendre longtemps à traiter. J'avais déjà eu une discussion avec quelqu'un où on n'était pas d'accord sur ce point-là et c'était pour avoir ton point de vue. Ouais, alors ça aussi, c'est des gros débats qu'on a eu beaucoup au CERN, de dire, en gros, éviter de mettre du code dans la structure événementielle et l'offloader. Honnêtement, ça dépend. Des fois, j'ai même fait un template il y a pas très longtemps où on a carrément remplacé la queue par une structure événementielle et on passe toutes les actions à travers ça. En fait, il n'y a pas vraiment, à mon sens, de différence entre une queue et une structure événementielle, à part deux, trois petits éléments en background, mais en termes de performance, je sais pas, je saurais pas dire. Donc, j'aurais tendance à dire, en fait, c'est plus une question de concept, de dire, ben, si on a un consumer, une boucle qui fait les actions, on va essayer de lui donner la responsabilité de ça. Après, c'est vrai, quand c'est des petites choses à faire rapidement, ben, j'ai tendance à les faire aussi dans la boucle du haut. Euh, le but, c'est d'essayer de rester cohérent et puis pas de commencer à mixer, à donner une partie de la responsabilité à une boucle, une partie de la responsabilité à l'autre. Typiquement, tout ce qui va être lié au GUI, s'il y a du post-processing GUI, des choses comme ça, je vais avoir tendance, si je récupère les actions à travers un user event pour l'avoir dans la boucle du haut, si je fais pas une boucle dédiée à l'affichage, je vais avoir tendance à le faire dans la boucle du haut quand je récupère, donc dans la structure événementielle, quand je récupère les données pour les mettre en forme ou autre. On est du même avis, ça me fait plaisir. Merci. Ouais, après, je sais pas, on a eu beaucoup de débats là-dessus, on n'a jamais été vraiment jusqu'au bout de dire en fait, qu'est-ce qui ferait dire aux gens il faut pas utiliser typiquement une structure événementielle comme mécanisme principal de communication et pourquoi on pourrait pas dire tout simplement, ben, on remplace la queue par une structure événementielle parce que la structure événementielle, elle est aussi capable de, 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 de- d'accumuler les actions et d'avoir l'historique derrière. Donc en fait, en background, elle agit comme une queue. Il y a quelques petites différences, mais je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment des grosses différences de performance entre les deux. Je sais pas, j'ai pas assez de recul là-dessus. Ok. Il y a quelques messages, c'est pas vraiment des questions, mais autour des trois grands frameworks qui existent dans la bio. Donc l'acteur framework, le DQMH et Workers. Bon, c'est juste, il n'y a pas vraiment de questions, mais ça discute de ça dans le chat. Donc après, ça reste, enfin, ces trois-là, ça reste des frameworks qui mettent en place ce que tu viens de présenter, mais le concept reste valable, quel que soit le framework. Ouais. Voilà Alors, pour les messages dans le chat. Je te laisse continuer super. ta présentation. Ouais. Alors l'idée, donc là, on a encore un petit peu de temps. J'ai perdu je vois plus le chrono, je sais pas quelle heure il est avec le full Il screen. est 17h30, on a encore un peu de temps. Ok. Alors je vais passer rapidement les deux trois slides qui restent. Euh, Ça, c'est ce que je vous présente là, le QMH que je vous présente à l'écran. Normalement, c'est celui qui est tiré du template de chez Eni. Donc, l'idée, quand j'ai fait cette présentation pour mon client, pour l'équipe LabVIEW, c'était pas de les pousser à utiliser un template ou un autre, mais c'était vraiment de leur montrer la base, vraiment la partie architecturale. Et puis, du coup, je suis resté sur la présentation avec le template Eni. Donc voilà, vraiment, typiquement le QMH de base, ben, c'est ce que vous avez ici à l'écran, où le message, ben, c'est un cluster avec l'action à faire et les données. Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment cet aspect bilatéral où ben, on peut communiquer, remonter l'information, les deux boucles peuvent s'échanger des messages avec leur propre canaux de communication. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi pas mal, c'est que on voit des applications où les gens, par exemple, ont une boucle qui tourne et puis qui utilise une queue comme mécanisme. Et puis, pour une raison qu'on ignore, en fait, d'un seul coup, ben, ils vont utiliser une variable locale pour un stop ou ils vont utiliser je sais pas, une notification
pour quelque chose de spécifique et des fois, ça fait pas trop de sens en fait, parce que quand on a déjà une boucle qui a un mécanisme de communication qui est dédié, que ce soit une queue ou que ce soit avec une structure événementielle, les user events, ben, pourquoi pas tout simplement utiliser ce mécanisme? Alors, il y a des cas où typiquement, je sais pas, on va faire un process, puis on a besoin des données live, où on peut ajouter une notification à un moment donné pour avoir un accès direct aux données. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que on retrouve des applications où les gens ont tendance à mixer en fait les canaux de communication et souvent pour des raisons qui sont pas forcément bonnes. C'est plutôt pour prendre des raccourcis ou parce qu'ils n'ont pas voulu faire un message exprès pour ça, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'aussi que j'essaie d'expliquer aux gens. Vous avez une boucle, si vous avez une boucle qui a une structure événementielle, ben, utilisez les user events comme un mécanisme pour communiquer avec cette boucle. Si vous avez une boucle qui utilise une queue comme mécanisme de communication, ben, envoyez les messages à travers la queue et commencez pas à mixer en fait les différentes manières de communiquer. Donc, ouais, voilà, c'est un petit peu un résumé de ce que je viens de dire ici. Euh, voilà, la base du QMH, c'est le message, le cluster avec le message et les données. On peut l'avoir sous forme de texte ou sous forme d'enum. Ça, c'était vraiment les slides pour remontrer un petit peu les mots-clés, on va dire, pour les beginners. Les notions qu'il y a derrière, ben, il y a la notion de variant pour pouvoir passer les informations de manière générique et les notions d'utilisation des queues avec tous les différents VI qui sont liés à cette palette-là. Et puis après, donc voilà, il y a aussi la notion qu'on retrouve producer-consumer, donc on peut mettre dans la queue, du moment qu'on a accès à la référence, on peut lire ou écrire. En général, on a un seul destinataire qui va lire les actions, puis on peut avoir plusieurs boucles, plusieurs process qui peuvent donner les actions à faire. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu à l'écran ici. Et pour les user events, donc pareil, quand vous avez une boucle, typiquement une boucle qui va gérer les actions avec l'utilisateur, les clics sur les boutons, etc., bah, vous avez le mécanisme en place. Donc là, vous pouvez utiliser ben, tous les VI qui sont liés justement au user event et à la structure événementielle. Et voilà. Après, voilà, typiquement, bah, le but ultime pour moi, c'est d'arriver à pousser les gens qui commencent à faire du LabVIEW à étape par étape arriver au QMH avec le type pattern qu'on retrouve partout. Et c'est quelque chose que je pense qui est assez cool quand on voit les applications des autres et puis qu'on a ce langage commun. En fait, n'importe qui devrait être capable de reprendre mes applications si je les ai faites avec un QMH et que j'ai respecté un petit peu quelques règles de base. Ça facilite vraiment la communication et vraiment à la fois la possibilité de faire évoluer le code et la possibilité que mon code soit repris par d'autres. Donc c'est pour ça que c'est un template que je pense qui est important et je pense que tout développeur LabVIEW qui va faire du LabVIEW de manière régulière devrait tendre vers ce genre de template. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Je vous montre juste un petit bout de code que j'avais fait à titre d'exemple, justement pour ça, pour des formations. Alors, je l'ai passé en LabVIEW 24 pour pouvoir tricher un peu et dézoomer. Et voilà, l'idée, c'est un QMH avec ici la partie où on peut, ce que j'appelle chez moi le init.com.ref, où on va créer bah, tous les canaux de communication de notre application, qu'on va pouvoir distribuer par la suite à qui en a besoin. On a bah, la boucle Duo qui est ici. Je suis désolé, je n'ai pas la souris. Qui va gérer ben, les clics sur la partie interface utilisateur, donc qui va capter ben, les actions sur les boutons, l'action pour quitter, etc. On a la message handling loop que j'appelle le core qui lui ben, connaît tout l'état de l'application à tout moment et puis c'est lui qui va faire la majorité du travail. On va dire que c'est vraiment le cœur de l'application. Puis après, dans ce cas-là, j'ai deux autres boucles que j'ai encapsulées ici pour pouvoir facilement les dupliquer, que j'ai mis dans une librairie et qui gèrent chacune ben, un instrument de mesure. Où bah, là, typiquement, bah, là, cette boucle, elle fait son travail, elle gère l'instrument et puis elle balance les données après au corps qui va les prendre, les mettre dans les données à stocker, etc. Les renvoyer pour l'affichage, etc. Donc ça, c'est un petit template que j'avais fait à titre d'exercice pour montrer un petit QMH simple qui est fonctionnel ici. Donc on peut lancer l'application et puis voilà, on a l'application qui tourne avec deux instruments simulés pour lesquels on peut faire varier l'amplitude et l'offset.
On peut les mettre en pause, on peut les redémarrer, etc. Et donc le but, c'était de montrer ça et aussi de montrer un truc pour moi qui est important. Je pense qu'on montre très peu quand on commence à faire du LabVIEW. On a tendance à avoir des codes LabVIEW très statiques au niveau de la partie interface. Et en fait, ce que j'aime bien montrer aux gens qui fait souvent un petit effet waouh, c'est qu'en fait, ça coûte pas grand-chose de faire le code LabVIEW qui soit un petit peu plus scalable, qui puisse un peu plus être dynamique. Et donc ça, c'est juste voilà, jouer un petit peu avec les splitters, jouer un petit peu avec les contenants, avec la manière de déposer les éléments. Ça représente zéro programmation la plupart du temps au niveau bloc diagramme. Ça se fait tout sur la partie front panel. Et surtout, ça permet d'avoir des applications dynamiques. Et un truc que j'ai remarqué aussi beaucoup, c'est que vous pouvez être le meilleur développeur LabVIEW du monde, faire une application qui tourne du tonnerre. Si elle est moche, que la partie interface utilisateur, elle n'est pas agréable, et ben vous aurez toujours quelqu'un qui retrouvera quelque chose à dire. Alors que si c'est joli, que c'est user-friendly, même si l'application n'est pas parfaite, que de temps en temps il y a des problèmes, ben en fait, les gens sont beaucoup plus compréhensifs. Et donc, je dirais presque qu'il vaut mieux avoir une application qui soit jolie et qui ait de temps en temps un bug plutôt qu'un truc qui marche du tonnerre, en tout cas quand on fait des bancs de tests, mais qui soit pas agréable à utiliser. Donc, voilà un petit peu pour ces parties-là que je souhaitais montrer. Donc, voilà. Merci Antoine pour la présentation.